Bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au laboratoire de cyberjustice au Centre de recherche en droit public. Alors, je suis très heureux de recevoir Thibaut Biscaï, chercheur postdoctoral au Centre de recherche en droit public, dans le cadre de ce cycle de conférences 2023-2024 Origin and Structure of Global Economic Governance qu'il a co-organisé. Alors Thibaut Biscaï va clore ce cycle avec sa conférence intitulée La constellation néolibérale, idéologie, gouvernance et résistance. Thibaut a complété son doctorat à l'université York autour du thème du néolibéralisme et de la présidence d'Emmanuel Macron. Et ses travaux au CRDP portent sur l'économie politique et les dimensions historiques de son travail méritent d'être notés. Parce que comprendre le néolibéralisme suppose en effet de revenir en arrière et de se plonger dans les réflexions des libéraux après la dépression de 1929 et des années suivantes. Cette dépression qui a remisé l'état minimal, l'état de police, au royaume ou au rayon du folklore libéral. Et ceci que l'a montré en bonne partie, le néolibéralisme a besoin de l'État pour se prémunir des palinodies de la démocratie et sanctuariser les marchés. L'État est un outil essentiel pour les marchés. Au-delà de la protection du droit de propriété, il assure que la volonté générale, la démocratie, soit tenue à bonne distance des intérêts du marché et de ses acteurs. Thibaut va nous entretenir de ce point et de bien d'autres durant 1 heure approximativement. Et une période de questions suivra. Je le remercie à nouveau d'avoir accepté de nous faire état de ces riches réflexions et je lui cède la parole. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour ces mots d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous, parmi vous aujourd'hui, pour clore ce cycle de conférences Origins and Structures of Global Economic Governance. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement le professeur Karim Benyekhlef qui a encouragé et permis la tenue de ce cycle de conférences. Et donc merci professeur pour votre confiance, pour votre enthousiasme. Et je voudrais aussi remercier chaleureusement Alexis Leblanc-Roy pour son aide extrêmement précieuse dans l'organisation de tous ces événements. Alors ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous, c'est donc de tirer un bilan de ce cycle Origins and Structures of Global Economic Governance et évoquer aussi un angle théorique ainsi qu'un angle empirique qui n'ont pas eu l'occasion d'être approfondis au cours de ce cycle. Donc l'angle théorique, c'est celui précisément dont a parlé le professeur Benyekhlef, c'est-à-dire le rôle des idées, le rôle des familles de pensée néolibérales dont les idées légitiment une certaine vision du monde et de l'économie. Et l'angle empirique sera plutôt les résistances, c'est-à-dire les mouvements sociaux qui s'opposent aux politiques publiques inspirées ou légitimées par ces théories. J'aimerais donc, à partir de ces deux angles, envisager des perspectives de recherche pour prolonger le cycle qui vient de s'achever. Et pour problématiser la question au cœur de ce cycle, qui était « Qui gouverne l'économie mondiale ?», on peut se tourner vers les écrits de Susan Strange, figure historique de la London School of Economics, fondatrice de l'économie politique internationale en tant que champ académique, plus jeune correspondante à la Maison-Blanche de l'histoire, une carrière universitaire brillante pour une autodidacte qui n'avait pas de doctorat, mais c'était une autodidacte géniale, puisque c'était aussi une insatiable curieuse. Et du fait de cet aspect autodidacte dans sa démarche, elle ne s'interdisait pas, Susan Strange, disant qu'elle ne souhaitait pas se cantonner à une seule discipline. Elle souhaitait comprendre le monde dans sa globalité et donc elle ne s'interdisait pas de poser des questions d'ordre extrêmement général. Et en 1975, elle publie cet article dans The International Journal qui est intitulé « What is Economic Power and Who has it ?» Donc, qui a le pouvoir économique? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir économique? Une question très ancienne, bien sûr, mais qui se posait avec une acuité nouvelle dans le contexte troublé du mi-temps des années 1970. Dans la foulée de la guerre du Kippour, le monde était engouffré dans une crise énergétique de grande envergure. Après 2 décennies de relative abondance, les nations industrialisées se retrouvaient confrontées à des ruptures d'approvisionnement en pétrole et à des prix de l'énergie en très forte hausse. En cause, des sanctions économiques de la part de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, de l'OPEP, qui ont décidé la proclamation d'un embargo en réponse à la décision des États-Unis de poursuivre leur soutien militaire à l'État d'Israël. Alors pour Strange, le système international ne saurait être le théâtre des seules relations entre États. Avec l'interdépendance croissante des économies nationales, l'hypothèse de l'agression ou de l'invasion par un tiers avait cessé de constituer, d'après elle, la plus grande menace à l'intégrité et à l'autonomie des États. Le sujet de préoccupation principal, pour elle, était bien plutôt devenu, je cite,
la subtile, silencieuse et insidieuse pénétration des sociétés nationales par des acteurs transnationaux, fussent-ils publics ou privés. Alors Susan Strange est la fondatrice de l'école britannique en économie politique internationale, mais elle reste assez influencée par le paradigme réaliste, puisqu'elle considère la puissance d'un État comme étant fondamentalement relationnelle. On n'est jamais puissant en soi, mais toujours vis-à-vis d'un autre acteur. Donc la puissance peut découler de différents types de relations. Des relations militaires, l'OTAN, le pacte de Varsovie, des alliances de sécurité, des relations idéologiques comme le phénomène d'alignement au cours de la guerre froide le suggérait. Mais pour Strange, l'impact de ces relations sur le système international est somme toute relativement marginal. Pour elle, ce qui compte, le pouvoir est avant tout défini en termes de relations économiques. Relations économiques entre acteurs publics, entre acteurs privés et entre acteurs publics et privés. Il peut s'agir des relations entre vendeurs et acheteurs, producteurs et consommateurs, employeurs et employés, et bien sûr créanciers et emprunteurs. Alors ces relations économiques, elles donnent corps au capitalisme tel qu'on le connaît, au capitalisme contemporain. Elles façonnent nos modes de production et de reproduction sociale. Elles déterminent notre rapport à la société, les manières dont la hiérarchie, la répartition et l'accumulation des richesses s'effectuent. Et elles déterminent notre rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire les manières dont nous subvenons à nos besoins essentiels, corporels, intellectuels ou émotionnels. C'est pourquoi toute tentative de comprendre les logiques de ce système, et les logiques qui composent la phase actuelle du capitalisme, relations sociales engendrées, règles d'opération, structures de gouvernance, nécessite d'adopter une perspective de longue durée. Et c'est précisément ce à quoi s'est employé Jamie Martin de l'Université Harvard, notre premier invité pour ce cycle, qui dans son ouvrage The Meddlers a exploré la manière dont les nouvelles institutions internationales financières créées après la Première Guerre mondiale ont de multiples façons imposé des mesures d'austérité, d'indépendance des banques centrales et bien d'autres régulations économiques et financières à des États membres de ces organisations, mais qui étaient en position de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'ils étaient soit post-coloniaux, endettés, nouvellement indépendants ou vaincus. Le but derrière ces manœuvres, rendre acceptable de vieilles pratiques impériales de subordination économique qui n'étaient plus très avouables dans le contexte de l'après-Première Guerre mondiale, lorsque le mot souveraineté était dans les bouches de tous les dirigeants du monde. Alors, l'ingérence économique de ces institutions dans des États vaincus, post-coloniaux ou endettés a été habillée à partir de ce moment-là des nouveaux atours, du nouveau discours sur le développement économique et la coopération. Donc l'ouvrage retrace très bien cette naissance, cette histoire de ces meddlers, de ceux qui s'immiscent, de ces institutions qui ont violé la souveraineté des pays emprunteurs afin de protéger les intérêts de créanciers privés originaires des pays dits développés. Ainsi donc, les premiers jalons de ce qu'on nomme aujourd'hui la gouvernance économique globale étaient posés avec son cortège d'ingérences politiques et économiques. Et le livre montre de manière très détaillée comment la Société des Nations, notamment, a influencé les institutions qui seront créées après la Seconde Guerre mondiale à Bretton Woods en 1944, Fonds monétaire international et Banque mondiale. Donc les relations économiques asymétriques qui caractérisent l'économie politique internationale ne datent pas d'hier, et les organisations internationales en sont depuis longtemps les courroies de transmission. Ensuite, avec Benoît Friedman de l'Université libre de Bruxelles, on s'est intéressé à la gouvernance du climat par le biais des permis à polluer. Donc les efforts institutionnels pour apporter une solution par le marché aux problèmes environnementaux que le marché a lui-même posés. Derrière ces solutions, on a l'ambition géopolitique de l'Union européenne d'inciter ses partenaires commerciaux à adopter ce système de permis à polluer pour créer un marché global du carbone. Problème, même si on nous promet l'extension prochaine de ces permis à polluer au secteur du transport et du chauffage, l'application de ces permis reste très partielle, 20% des émissions de l'UE, et il est très difficile d'évaluer la pérennité d'un tel dispositif puisque la vulnérabilité du prix du carbone face aux crises, face aux conjonctures économiques globales est très très forte. Bien qu'en dernière instance, ce prix du carbone dépende de la volonté politique. Mais alors, deuxième problème, la volonté politique est aussi changeante. On en a eu une belle illustration ces dernières années avec les inconsistances de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne.
En 2021, les juges retoquent une loi sous prétexte qu'elle n'est pas assez ambitieuse vis-à-vis de l'objectif de neutralité carbone que l'Allemagne s'est fixé pour 2050. Puis, quelques mois plus tard, en novembre 2023, les juges font complètement volte-face et déclarent cette fois illégale, au regard de la loi fondamentale, une disposition du budget visant à artificiellement, je cite, cacher des dettes pour pouvoir financer la politique climatique et énergétique de la coalition tripartite, donc compromettant ainsi les sources de financement du pays vers une économie décarbonée. Alors l'exemple allemand, il n'est pas anecdotique. On sent une Union européenne tiraillée entre une conscience écologique et une conscience budgétaire, ordolibérale. Et on assiste, pour ainsi dire, donc avec ce refus de Karlsruhe à un retour du refoulé qui semble suggérer que dans un contexte d'austérité perpétuelle, les marchés du carbone constituent la seule solution, entre guillemets, écologique que l'UE soit en capacité, ou plutôt en volonté de nous offrir. Ensuite, avec Katharina Pistor, de l'Université Columbia, on a fait une focale sur le secteur privé, dans ces architectures de gouvernance globale, et notamment sur l'importance des maîtres du code du capital, c'est-à-dire les juristes, les avocats, qui possèdent la faculté de coder des actifs en capital pour que ces derniers produisent un rendement régulier à leurs propriétaires, la terre, une machine, des créances, des idées, jusqu'au génome humain. Alors ces biens ne peuvent devenir du capital que s'ils sont codés au bénéfice de leurs propriétaires avec 4 caractéristiques. La priorité, qui garantit la hiérarchie des droits. La durabilité, qui garantit la préservation des droits dans le temps. L'universalité, là on a le rôle de l'État qui protège les actifs contre le reste du monde pour préserver leur priorité et leur durabilité. Et enfin la convertibilité qui, elle, signifie la convertibilité de l'actif en monnaie, et ça se fait par le biais de l'État également. Alors évidemment, ces capacités de codage sont très inégalement réparties. Seules les personnes les plus fortunées sont capables de se payer les services de codeurs qui vont assurer un rendement continu à leurs actifs aux dépens de tous les autres. Et la vision du capitalisme financiarisé qui émane donc de ce cycle, de ces échanges, c'est celle d'un système inégalitaire dans lequel les richesses des uns sont prédatées par les autres, avec une sphère publique qui semble captive d'un certain modèle de développement économique et des institutions qui paraissent bien en peine de corriger les failles du système. Alors ce qu'on pourrait se demander maintenant, c'est quelles sont les sources de légitimité d'un tel système inégalitaire ? Quelles sont les idées qui ont permis de rationaliser, de naturaliser, de justifier, au fond, ces pratiques, cet ordre des choses ? Quelles idéologies derrière les grandes structures et leur fonctionnement ? Pour répondre à cette question, il faut faire un peu de théorie de l'État, et notamment examiner la manière dont le rôle de l'État a été envisagé, pensé par les théoriciens néolibéraux, et l'influence que ces représentations ont eue sur les politiques publiques. Alors pour ce faire, il faut s'intéresser au néolibéralisme, un terme qui a longtemps été confiné au milieu universitaire ou à l'activisme, mais qui est maintenant pleinement entré dans le langage courant, est mobilisé dans des discours politiques, médiatiques, et donc fait l'objet d'un certain nombre de simplifications, de clichés, de fantasmes, de falsifications. Et entre autres, on a l'accusation de monolithisme, qui vire parfois à l'accusation de complotisme. Ceux qui utiliseraient le terme de néolibéralisme se référeraient à un modèle de développement unique qui aurait été apposé sur le globe par une clique d'intellectuels d'origine austro-hongroise aux marges de leurs disciplines respectives. Les détracteurs du terme font donc allusion à ce grand néolibéralisme qui serait ourdi par un complot mondial, etc. Alors évidemment, ces gens-là divaguent un peu. Personne n'a jamais affirmé que le terme néolibéralisme recouvrait une théorie unique ou un programme politique unifié. Et pour répondre à ces simplifications, j'aimerais évoquer Walter Benjamin et son concept de constellation. La constellation qui est donc cette manière que nous avons depuis le sol de percevoir les étoiles à l'œil nu, la configuration des étoiles à l'œil nu. On voit ici la constellation d'Orion. Et dans l'origine du drame baroque allemand, Walter Benjamin explique que les idées sont aux choses ce que les étoiles sont aux constellations. Et un peu plus loin, il ajoute que la présentation de la vérité comme unité et singularité n'exige nullement un ensemble continu et cohérent de déduction à la manière d'une science. Donc aujourd'hui, je vous propose de penser en termes de constellation, c'est-à-dire de procéder par fragments, de détecter un ensemble de connexions entre des idées qui existent de manière autonome les unes envers les autres, dans des contextes géographiques et historiques et politiques distincts,
mais ne sont pas pour autant isolées les unes des autres. Elles ont en commun une certaine vision du monde, une certaine vision du pouvoir et de la démocratie, et dans leur diversité, elles nous permettent de percevoir les relations entre les choses, d'appréhender le réel. Ça, c'est pour la dimension analytique, mais il y a des dimensions stratégiques, évidemment. Puisque les idées importent dans le domaine politique, elles donnent un sens à la réalité, elles sont diffusées par des intellectuels organiques qui vont chercher à forger un nouveau sens commun, qui va favoriser certains intérêts, naturaliser certaines visions du monde. Et par un long travail de persuasion, des idéologues vont faire en sorte qu'une certaine vision du monde aille de soi, qu'on la considère comme naturelle, afin de marginaliser des visions concurrentes et de restreindre, refermer les limites du possible. Donc le néolibéralisme, c'est tout d'abord une quête intellectuelle. C'est une quête dont l'ambition était de renouveler le libéralisme classique, qui se retrouvait dans l'impasse après la crise économique de 1929, avec cette idée de sauver le libéralisme en le rénovant. Alors les acteurs de cette quête ont été des intellectuels, mais aussi des industriels, des administrateurs, de nationalités diverses, des Français, des Allemands, des Américains, des Autrichiens, des Italiens. On va le voir, certains d'entre eux avaient des relations très proches avec les dirigeants de leur époque. Pour certains, ce n'était pas le cas. La simple force de leurs arguments suffisait parfois à irriguer la société, et ces idées, même dénuées de courroie politique, ont pu influencer des visions du monde, enraciner des représentations du social, façonner un nouveau sens commun. Mais ce corpus a aussi des implications sur les manières de gouverner, puisque ce dont il est fondamentalement question avec le néolibéralisme, c'est de l'organisation des marchés par la loi, par le droit. Une forme particulière d'organisation des marchés par le droit, notamment via le constitutionnalisme économique qui illustre ce rapport intime entre droit et économie politique et entend donner un cadre légal à l'activité économique. Les constitutions, ce n'est pas un ensemble de normes abstraites, ça a une consistance matérielle qui est liée à l'ensemble des activités que les constitutions prescrivent ou proscrivent. Et c'est cette matérialité-là qui va transformer les relations entre État et société, qui va motiver des luttes au cours de l'histoire autour de l'enjeu du pouvoir constituant, des révolutions, des conflits sociaux, des combats anti-impérialistes, comme on va le voir, ou écologiques. Et donc la loi a été mise au service de l'économie politique avec des conséquences matérielles et démocratiques importantes pour les peuples. Alors ça s'est opéré au cours de plusieurs moments historiques distincts que je vais tenter de vous exposer. Et d'après mon analyse de la littérature, deux grandes familles théoriques peuvent être détachées et vont émerger historiquement. D'un côté, l'ordolibéralisme et ensuite le market preserving federalism, qu'on pourrait traduire en français par fédéralisme ordonnateur. Alors les concepts de marché institutionnel et de marché unique sont en fait les instruments utilisés par ces doctrines. Et on va s'apercevoir, on va se rendre compte qu'à mesure qu'on observera un glissement du marché institutionnel vers le marché unique, on observera effectivement un glissement théorique de l'ordolibéralisme vers le market preserving federalism. Alors qu'est-ce que l'ordolibéralisme ? De gauche à droite, vous pouvez observer Walter Eucken, Wilhelm Röpke, Alfred Müller-Armack et Jacques Rueff, trois Allemands, un Français. L'ordolibéralisme, c'est un courant de pensée qui est né entre les deux guerres, des deux côtés du Rhin, en France et en Allemagne, et qui va évoluer, surtout après-guerre, dans les politiques allemandes et françaises, mais qui va peiner à se renouveler après la crise du Fordisme dans les années 70. Le but de l'ordolibéralisme, c'est d'organiser la concurrence au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau de l'État et des firmes, empêcher la cartellisation et accroître les capacités d'internationalisation des firmes. Alors tout commence à Freiburg dans les années 30, et avec cette école de Freiburg que Walter Eucken, tout à gauche, incarne avec son homologue juriste Franz Böhm. Walter Eucken est un économiste, Franz Böhm est un juriste donc, et leur point de départ c'est la critique du libéralisme classique. Ils proscrivent le concept d'homo economicus, qui envisage un humain rationnel dont l'ensemble des comportements va mener au bien commun et qui considère le laisser-faire comme une fable, une croyance presque religieuse. L'ordre de marché pour les ordolibéraux de Freiburg est socialement construit grâce à des institutions solides.
le marché concurrentiel est encastré socialement. Ce n'est pas le fruit d'un ordre spontané, mais il relève de procédures spécifiques qui doivent être adoptées une fois pour toutes et surtout isolées de toute interférence démocratique. Le régime politique idéal doit avoir le caractère de la Rechtsstaat, c'est-à-dire l'État sous le règne de la loi. Et l'État doit donc être le garant d'un ordo, d'un ordre, et doit développer des Ordnungspolitik, des politiques qui sont fidèles à cet ordre. À côté de lui, on peut voir Wilhelm Röpke, qui, avec son complice, son compère Alexander Rostow, vont un peu renouveler la théorie après la Seconde Guerre mondiale. Alors eux, ce sont des sociologues, ils vont avoir une vision bien plus anthropologique, bien plus moraliste des choses, avec des tendances réactionnaires et élitistes beaucoup plus assumées. Pour Röpke, par exemple, les agents de l'État sont les gardiens de l'ordre social. Ce sont ceux qui sont censés éviter la révolte des masses, puisque Röpke préconisait la révolte des élites. Donc, pour eux, les agents de l'État sont les aristocrates de l'esprit public, qui sont des administrateurs dévoués, entourés de juristes, d'économistes, qui vont faire en sorte de minimiser les pressions démocratiques venues d'en bas et de mettre un terme aux atermoiements propres au pluralisme démocratique. Donc dans leur idée, il y a vraiment très profondément cette idée de l'irresponsabilité des masses. Et ça, à l'origine de cette croyance, il y a un mythe révisionniste qui est celui selon lequel la plongée de l'Allemagne dans les abysses du nazisme aurait été due à un excès de politisation de la part des travailleurs de gauche, qui aurait fait pression sur l'État et plus ou moins directement favorisé l'arrivée au pouvoir des nazis. Le but, dès lors, devient l'idée de prévenir la prolétarianisation du travailleur, d'éviter que le travailleur se transforme en prolétaire, et donc de neutraliser l'antagonisme bourgeoisie-prolétariat pour contrer de potentielles tendances séditieuses en transformant les travailleurs en individus responsables, pleins de vitalité et d'énergie. Alors en vérité, ça ce sont des balivernes. Ce qui a en grande partie favorisé la croissance du parti nazi, ce sont les cures d'austérité extrêmes et les pratiques dictatoriales des cabinets Brüning, von Papen, von Schleicher, au crépuscule de la République de Weimar. Mais tous les mythes sont bons, tous les procédés sont bons après-guerre pour contrer la progression du communisme et renforcer les firmes allemandes, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, encore elle, allant même jusqu'à tout simplement interdire le Parti communiste allemand en 1956. Ensuite, vous avez Alfred Müller-Armack, qui lui était bien plus proche des cercles de pouvoir. C'était en fait le conseiller économique de Ludwig Erhard, qui était le ministre de l'économie de Konrad Adenauer, de 1949 à 1963, puis est devenu chancelier allemand de la RFA, de 1963 à 1966. Et lui, Müller-Armack va développer ce concept d'économie sociale de marché. Alors sociale, pas parce que l'économie est redistributive, mais parce qu'elle crée les conditions nécessaires à la croissance et à la productivité. Pour les ordolibéraux, les politiques publiques, les politiques sociales ne sont pas vouées à redistribuer la richesse ou à assurer les risques sociaux, mais bien plutôt à favoriser une relation symbiotique entre l'être humain et la propriété privée. Donner les moyens aux individus de devenir les entrepreneurs d'eux-mêmes. Alors comment vont-ils s'y prendre? Ils vont utiliser la Constitution. Ils vont utiliser la Constitution pour inscrire l'ordre économique existant dans le long terme, pour protéger le mécanisme des prix et pour protéger l'indépendance des banques centrales. Alors le mécanisme des prix il est protégé dès 1948 avec l'abolition du rationnement et du contrôle des prix, et la Banque centrale, la Bundesbank, devient indépendante dès 1958 pour prioriser la lutte contre l'inflation. Ce n'est pas anecdotique puisque ça signifie le rejet en fait, de l'arbitrage fondamental qui est au cœur des politiques keynésiennes, qui est celui d'un arbitrage entre le chômage de masse et l'inflation. Donc le choix est vite fait pour les ordolibéraux, il vaut mieux un chômage de masse que de l'inflation, d'où une politique de modération salariale agressive. C'est en fait une stratégie focalisée sur l'export, puisque la stabilité monétaire est considérée comme nécessaire à la réduction des coûts liés à l'exportation des marchandises. Enfin, on a Jacques Rueff, qui lui était le conseiller économique de Charles de Gaulle, et pour qui l'État a un rôle capital à jouer en tant qu'acteur chargé de construire les fondations d'une société de marché fonctionnelle.
Rueff va notamment s'illustrer par le plan Pinet-Rueff de 1958, qui va être un plan de réforme anti-keynésien pour rénover l'économie française et qui est inscrit à l'ordre du jour, en fait, quelques semaines après que la France se soit dotée d'une nouvelle constitution pour la Ve République. Trois pans à ce plan: stabilité budgétaire, avec une réduction des dépenses pour éviter le déficit; consolidation monétaire, avec la création d'un nouveau franc, plus fort, plus respectable, plus facilement convertible; et ouverture commerciale, troisièmement, avec l'accélération de l'ouverture aux échanges, via notamment la CEE. Alors on peut noter une certaine ambivalence, une vraie ambivalence, en fait, une vraie ambiguïté de tous ces penseurs vis-à-vis de la démocratie de masse, et une vision assez manichéenne de ceux qui cherchent donc cette troisième voie libérale entre laisser-faire et planification économique. J'en veux pour preuve, par exemple, la pensée de Louis Rougier, qui est un intellectuel français qui a organisé le colloque Lippmann en 1938, quelques semaines avant l'Anschluss, donc vraiment presque dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, colloque Lippmann auquel tous ces penseurs ont participé. Et Rougier faisait une distinction entre la bonne démocratie, qui est la démocratie libérale, limitée par le pouvoir exécutif et une autorité juridique supérieure, et la mauvaise démocratie, c'est-à-dire la démocratie socialisante, fruit de l'expression populaire, qui mènerait directement à la démagogie et au totalitarisme. Donc en fait, tous ces penseurs ont une vision de l'économie comme science morale, avec une célébration de la raison, de l'expertise, de la technocratie, qui sont des qualités qui sont implicitement associées aux élites plutôt qu'au peuple. On a aussi, et ça c'est moins relevé, un vrai mépris pour le parlementarisme, avec des dispositions prises sous l'égide d'Erhardt, sans grand contrôle parlementaire, et des réformes économiques prises sous De Gaulle à la française, c'est-à-dire par ordonnance et par décret. Donc un vrai gouvernement des experts. Alors, un certain nombre de constructions institutionnelles vont donner corps à ces principes, notamment ce concept de marché institutionnel qu'on doit à Jacques Rueff en 1958, donc l'année où tout s'est passé, l'année où la Bundesbank est devenue indépendante, l'année où De Gaulle est revenu au pouvoir, et l'année surtout quelques mois après la signature du traité de Rome, qu'on voit sur la photo, qui a donc créé cette communauté économique européenne qui a succédé à la communauté économique du charbon et de l'acier. Alors c'est un concept qui s'applique au niveau communautaire, donc, dans ce contexte d'unification économique et monétaire du continent européen, initié dans les années 50, consolidé dans les années 80-90, mais on peut aussi l'appliquer de manière plus large à tous les accords de libre-échange, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux. Le but, libéraliser et atténuer les obstacles aux échanges au sein d'un marché commun par le biais d'institutions communautaires dotées de pouvoirs définis une fois pour toutes. Pour Rueff, le marché institutionnel oriente et coordonne les comportements individuels et rend par là inutiles et vaines les interventions autoritaires. Donc c'est un laisser-passer, mais pas un laisser-faire. On a une ouverture avec une suppression des barrières douanières, mais c'est compensé par des interventions directes pour empêcher les intérêts privés de défaire le marché, notamment la constitution de cartels. Mais ces interventions doivent se faire dans le strict respect du mécanisme des prix. Alors Rueff exultait à ce moment-là. Pour lui, le marché institutionnel, c'est réellement l'aboutissement de cette guerre de position néolibérale. Je le cite, « Le marché institutionnel est ainsi l'aboutissement et le couronnement de l'effort de rénovation de la pensée libérale qui a pris naissance il y a une vingtaine d'années », donc là il se fait référence au colloque Lippmann, sans le dire, et qui, sous le nom de néolibéralisme, donc ça c'est un terme qui est utilisé par Rueff en 1958, ou de libéralisme social, voire de socialisme libéral, a pris conscience progressivement de ses aspirations et des méthodes à même de le satisfaire pour se reconnaître finalement dans les formes communautaires de la CECA et dans celles dont la CEE sera demain l'application généralisée. Donc, sans que cela ne fasse l'objet de débats démocratiques, la concurrence, je cite, libre et non faussée, a été érigée en principe régulateur du marché commun, avec une abolition progressive des droits de douane, des quotas, des subventions, pour garantir la libre circulation de tous les facteurs de production dans ce marché commun. Mais le fait que ce soit fait sans l'accord des citoyens était encore tolérable à l'époque, puisqu'on était en présence d'un contrat social implicite.
le libre-échange était compensé par des mesures sociales à l'intérieur des frontières. C'était la clé de voûte du système de Bretton Woods, qui était d'ailleurs permis par le contrôle des capitaux. Mais deux limites à ce système. Tout d'abord, ce contrat social n'était valide que pour les pays de l'Atlantique Nord. Dans le reste du monde, la tutelle coloniale était toujours de mise. Et deuxièmement, ce contrat social a été érodé par les crises énergétiques des années 70 et par les indépendances qui ont donc modifié les modalités de l'échange inégal. L'échange était toujours inégal après les indépendances, mais néanmoins, il l'était moins qu'au cours de la colonisation. Alors tout ça va s'accélérer dans les années 80, notamment avec l'acte unique européen de 1986, réalisé sous l'égide de Jacques Delors, puis avec le traité de Maastricht que vous voyez en photo ici. Donc l'acte unique va redéfinir le marché institutionnel européen en plaçant la liberté de circulation des capitaux sur un pied d'égalité avec les autres libertés fondamentales, la libre circulation des biens, des personnes et des services. On a donc une transition d'un marché commun vers un marché unique. C'est ainsi qu'il est à présent appelé, qui va donc graver dans la loi et en pratique la compétition interjuridictionnelle au sein de l'UE. Et effectivement, les entités politiques de la communauté européenne, de ce qui va devenir l'Union européenne en 1992, vont être mises en compétition les unes avec les autres, et on voit apparaître les discours sur la compétitivité et la contrainte extérieure. Tout ça va se passer d'un point de vue constitutionnel aussi, puisque les traités de Maastricht et d'Amsterdam de 92 et 97 vont accélérer cette constitutionnalisation économique. On va avoir une monnaie unique, l'euro, une monnaie forte, idéale pour une économie industrielle et exportatrice comme l'Allemagne. Une banque centrale européenne basée à Francfort, indépendante du pouvoir politique et des parlements nationaux. L'interdiction de la création monétaire, avec des capacités fiscales des États membres qui vont donc reposer seulement sur les marchés financiers. Des règles budgétaires accrues, donc les 3% de déficit, les 60% de dette publique, et surtout, cette libre circulation des capitaux qui, lorsqu'on est dans un marché unique avec le Grand-Duché du Luxembourg, va en fait rendre tout régime ambitieux de taxation quasi impossible. De même, la libre circulation des personnes et le droit d'établissement dans l'espace communautaire, qui sont des principes protégés par la Cour de justice de l'UE, limitent considérablement la lutte contre l'évasion fiscale. Alors le résultat, ça a été un processus de développement inégal entre les régions, des relations entre États plus asymétriques, avec des tensions entre pays exportateurs et pays dont la demande intérieure porte l'économie, un déclin des pouvoirs parlementaires au profit des pouvoirs exécutifs et administratifs, et donc des débats démocratiques toujours plus hors de portée des citoyens. Puis, enfin, une réaction austéritaire à la crise de 2008 qui a mené à une décennie perdue, sans croissance. Donc une séparation de plus en plus marquée entre les champs politiques et économiques. Alors ne nous y trompons pas, ce sont les États les plus puissants au sein de l'UE qui ont été à la manœuvre, fidèles au rôle dévolu aux organisations internationales depuis la fin de la Première Guerre mondiale, que Jamie Martin a bien illustré. Les institutions européennes ont été la courroie de transmission des intérêts des gouvernements les plus puissants en son sein. Mais cette création du marché unique revêt une signification vraiment capitale puisqu'elle acte un glissement depuis l'ordolibéralisme vers le market preserving federalism. Alors ça, le market preserving federalism, c'est un concept qu'on voit au professeur de Stanford Barry Weingast, que vous voyez tout à droite. Mais c'est un concept qui a été en fait, qui avait déjà été pensé par d'autres penseurs avant lui. L'idée, c'est vraiment d'organiser la concurrence au niveau macroéconomique, c'est-à-dire entre juridictions souveraines, via le fédéralisme et via la gouvernance multiniveau. Ici, de gauche à droite, vous pouvez voir Friedrich Hayek, qui déjà en 1939 avait écrit un plaidoyer pour une unification européenne avant l'heure. Milton Friedman, de l'école de Chicago, à côté de lui, à sa droite, qui lui abhorrait le contrôle des capitaux, qui était du totalitarisme pour lui. James Buchanan, école de Virginie, plus à droite de Friedman, qui lui voyait une claire analogie entre le fédéralisme et le marché. Et enfin Barry Weingast, qui a forgé ce terme de Market Preserving Federalism dans un article fort cité de 1995.
Alors le but est similaire, placer des limites constitutionnelles au pouvoir discrétionnaire des gouvernements, non seulement dans le temps présent, mais aussi dans le futur, pour empêcher les forces politiques alternatives de défaire une architecture censée favoriser l'accumulation du capital, par exemple par la mise en place de politiques redistributives. Le mécanisme clé, c'est le fédéralisme, puisque le fédéralisme permet aux marchés d'assurer leur propre perpétuation. Le fédéralisme est self-enforcing pour Weingast, auto-exécutoire. Il assure sa propre continuité, sa propre perpétuation grâce à la force des mécanismes qu'il met en place. 5 mécanismes clés, d'après lui. La hiérarchie des niveaux de gouvernement, avec des prérogatives très distinctes. L'autonomie de ces niveaux de gouvernement. Le fait que les gouvernements sous-nationaux, donc les provinces par exemple au Canada, aient des responsabilités régulatrices les plus élaborées, ce sont les maîtres du jeu économique. 4e, la création d'un marché commun pour prévenir la mise en place de barrières aux échanges, au commerce entre entités politiques. Et 5e, une interdiction pour le gouvernement central d'avoir des déficits budgétaires, puisqu'il faut lui interdire de faire tourner la planche à billets pour potentiellement renflouer les gouvernements sous-nationaux, les provinces. Alors l'idée principale dans cette idée de market preserving federalism, c'est vraiment d'avoir un gouvernement à la carte, d'avoir des régulations à la carte, et Weingast nous parle même d'un menu de politique publique, dans lequel on pourrait piocher. Le capital et le travail sont mobiles, donc ils peuvent choisir l'environnement qui répond le mieux à leurs attentes, qui leur semble le plus adéquat à la réalisation de leurs activités. Et ça s'appréhende très bien au niveau des fédérations. On voit aux États-Unis que le petit État agricole du Delaware est devenu, en quelques années, le lieu de résidence favori d'un nombre très élevé de corporations qui payent moins d'impôts. Ça se voit en Belgique, où on a eu une transition progressive d'un système régional à un système fédéral, et donc une décentralisation de nombreuses prérogatives à ces entités fédérées qui vont s'attacher à attirer le plus possible d'investisseurs. Donc on va avoir des ménages, les ménages les plus riches qui vont faire du benchmarking fiscal, qui vont engager des cabinets de conseil pour savoir où mettre leur monnaie, en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, etc. Et enfin, au Canada, on le voit aussi avec ce nivellement vers le bas que provoque notamment les faibles taxations de beaucoup de choses en Alberta, notamment de l'essence, une ressource fossile éminemment polluante. Et donc, en tout, on a quand même une plus grande vulnérabilité du pouvoir politique aux pressions exercées par les milieux d'affaires, puisque les milieux d'affaires menacent de s'exiler dans l'entité politique voisine. Alors, dans tout ça, on peut se demander, quid de la cohésion sociale ? Comment favoriser un sentiment d'appartenance ? Comment favoriser une reconnaissance de l'autre, des liens de solidarité ou de proximité entre citoyens dans ces conditions ? Ces auteurs ne nous parlent pas du tout de ces sujets-là. Leur vision est très, très asociale, bien davantage que celle des ordolibéraux, qui, eux, pensaient à la société, ou du moins pensaient la société. Donc, la théorie qu'on a fait jusqu'à présent, c'est très utile, ça nous permet donc de cartographier la réalité, mais il ne faut pas se retrouver enfermé par elle, et c'est pour ça qu'il faut comprendre le pouvoir de ces idées sur la société, leurs effets concrets sur les politiques publiques, comment elles ont contribué à redéfinir les relations entre l'État et la société. On a un besoin d'empirie, qui peut, je pense, nous être apporté par la sociologie des mouvements sociaux, de ces mouvements qui précisément entrent en résistance contre un ordre social jugé injustes et qui sont porteurs de revendications d'émancipation et de justice sociale. Comprendre ce qui a provoqué ces mouvements, comment ces mouvements expriment les conséquences matérielles de ces idées qu'on vient d'explorer, peut nous y aider. Et l'État, dans ces perspectives, reste un acteur majeur puisque c'est vers lui que ces mouvements sociaux, ces résistances se tournent pour s'exprimer. Alors on a 3 types de résistance, qui peuvent aussi, je pense, s'appréhender via ce concept de constellation. On a les luttes pour la reconnaissance, on a les luttes pour la subsistance, mais je pense qu'en fait, cette distinction est assez factice, puisque, dans bon nombre de cas, les luttes pour la reconnaissance et la subsistance peuvent être associées via l'idée de lutte émancipatrice. Je vais vous expliquer pourquoi.
Alors les résistances, c'est un peu l'angle mort de l'économie politique, puisqu'on touche à la question démocratique et qui est souvent ignorée par les penseurs réalistes, par exemple, et idéalisée ou simplifiée par les penseurs libéraux. Donc je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur les mouvements dits régressifs, ceux qui militent pour un retour à l'ordre, retour à un ordre fantasmé et ancien. Il existe une très riche littérature en sciences politiques sur le populisme, entre guillemets, qui est souvent redondante. Donc je ne vais pas apporter ma pierre à l'édifice, mais plutôt me concentrer sur les luttes, les mouvements dits progressistes, c'est-à-dire ceux qui militent pour l'émancipation du plus grand nombre. Alors les luttes ouvrières et syndicales traditionnelles n'ont plus la même prépondérance en Occident qu'elles l'avaient au moment du Fordisme. Donc les résistances aujourd'hui prennent d'autres formes, dont les luttes pour la reconnaissance. Alors là, ce sont des enjeux qui sont propres aux nouveaux mouvements sociaux qui ont émergé dans les années 1960, les enjeux démocratiques, les enjeux de participation, qui s'articulent souvent, mais pas toujours, autour des politiques de l'identité. Au fondement de ces luttes, on a, elles sont le plus souvent non violentes, on a des sentiments d'humiliation, de mépris, et une participation démocratique qui est vécue comme empêchée. Donc on a les mouvements pour l'égalité des droits, on peut penser à Black Lives Matter, on peut penser au comité Vérité et Justice pour Adama en France, on peut penser au mouvement LGBTQ dans leur diversité, au mouvement MeToo, au mouvement pour les droits autochtones, comme Idle No More, ici à Ottawa en 2013. Mais on pourrait également y inclure les mouvements dits des places, comme les Indignados en Espagne en 2011, Occupy Wall Street ou Nuit debout en France en 2016, qui, eux, réclament plus de démocratie et d'inclusion des voix citoyennes dans les débats politiques et sont nés à la suite de la crise de 2008 pour contester justement ce manque d'implication des citoyens dans la prise de décision économique. Donc ici à Madrid en 2011, on a la Puerta del Sol qui a été le centre de ralliement des indignés, et ici en 2020 à Paris, c'est ce rassemblement spontané à l'appel du comité Vérité et Justice pour Adama, qui en face du tribunal de grande instance de Paris, pour protester contre les violences policières à l'encontre des jeunes gens noirs et arabes en France. Donc ça, c'est pour les luttes pour la reconnaissance, mais on a aussi des luttes pour la subsistance. Alors on pourrait croire ici que ces enjeux sont plus matérialistes, puisque on parle de revendications pour sécuriser des moyens de subsistance compris comme les nutriments nécessaires à la survie humaine. Donc on peut penser aux révoltes du pain en Tunisie, par exemple, en 1984, déclenchée par l'annonce du gouvernement d'Habib Bourguiba d'une augmentation de 100% du prix du pain et de la semoule, en réponse aux pressions exercées par le Fonds monétaire international pour que le gouvernement supprime la subvention sur les produits céréaliers. Donc les ONG estiment à une centaine de morts la répression de Habib Bourguiba, de ce mouvement. On a aussi des luttes plus environnementales. On peut penser ici évidemment aux enjeux liés à la dégradation de la biosphère qui met en péril la sécurisation de ces moyens de subsistance. On pense à Seattle en 1999, lorsque les négociations de l'OMC ont donné pour ainsi dire naissance à ce mouvement altermondialiste qui milite pour plus de solidarité, de respect des écosystèmes, contre la gouvernance mondiale libre-échangiste de type OMC. Mais on peut aussi penser à ces révoltes agraires récurrentes en Inde. En jeu ici la pérennité des cultures vivrières, des modes de vie et de subsistance agricole, menacés notamment par les tentatives de Narendra Modi de libéraliser les marchés agricoles en supprimant les prix réglementés par les intermédiaires et en laissant ainsi les paysans à la merci des grands groupes de l'agro-business. Alors comme je vous l'ai dit, en fait, ces deux luttes sont complémentaires. Et elles le sont d'autant plus si on comprend la subsistance de manière élargie, dans le sens large, c'est-à-dire la subsistance non seulement corporelle, mais aussi intellectuelle, affective. Il faut comprendre en fait les relations sociales dans lesquelles la subsistance est enchâssée. Si on adopte cette conception élargie de la subsistance, on se rend compte que les luttes démocratiques pour la reconnaissance et les luttes sociales ou écologiques liées aux enjeux de subsistance sont intimement liées. Elles peuvent d'ailleurs toutes les deux être codées par le droit. Les Nations Unies
elle-même nous y avait encouragés dans les années 60, 70. Il ne faut pas oublier que le pacte international relatif aux droits civils et politiques, entré en vigueur en 1976, avait été assorti à un autre pacte, le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui protège les droits à la santé, à l'éducation, au travail et à un niveau de vie suffisant notamment. Alors en effet, ces mouvements sont porteurs de revendications qui émergent donc des injustices sociales, engendrées par les classes sociales ou les hiérarchies statutaires, définies en termes de race, de genre, de caste, et ils sont unis dans leur volonté de dévoiler les faits qui conduisent aux inégalités, aux injustices, de tracer leur histoire, et donc de dénaturaliser les explications de ces injustices dominantes pour déconstruire ce sens commun néolibéral. Un très bon exemple en serait le mouvement zapatiste au Mexique, qui a émergé en 1994-1995, donc un mouvement armé mené par le commandant Marcos, dans l'état le plus agricole et le plus pauvre du Mexique, le Chiapas. Alors en jeu ici, c'était la marginalisation économique et politique des communautés mayas et la mise en danger de leurs conditions de subsistance liées à la signature de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Donc on a très clairement associé des problématiques, des revendications liées à la reconnaissance des peuples indigènes, de leur participation politique, et à la subsistance, puisque ce qui était également en jeu, c'était la survie des cultures vivrières, mises en danger par la pénétration du Mexique par des entreprises multinationales comme Monsanto. On peut aussi se pencher sur le mouvement de la place Taksim à Istanbul en 2013 et le mouvement des Gilets jaunes en France en 2019-2020. Ma collègue philosophe à York, Demet Evrenozoglu, et moi-même étudions les manifestations de la place Taksim et le mouvement des Gilets jaunes de manière comparative comme des symptômes de la dégradation des conditions essentielles à la survie d'une économie capitaliste, c'est-à-dire la reproduction sociale et la biosphère. J'en reparlerai dans un instant. Ces mobilisations, pour nous, elles sont le reflet de facteurs conjoncturels, c'est-à-dire de perte de capacité, de moyens de subvenir à ses propres besoins, mais aussi de facteurs plus structurels qui se manifestent dans des angoisses intergénérationnelles liées à la dégradation des conditions matérielles de subsistance et à l'enfermement dans des modes de vie et de production peu respectueux de l'environnement. On le retrouve très bien dans le slogan des Gilets jaunes, « Fin du monde, fin du mois, même combat ». Donc vous l'avez compris, ce sont des revendications qui ne sont pas divergentes, qui sont même complémentaires, et ces mouvements s'inscrivent tous dans une historicité. Ils ne sortent pas de nulle part, ils s'inscrivent dans la longue durée, ils ne sont pas de l'ordre de l'événementiel. On peut penser au printemps arabe. Jean-François Bayard a très bien montré comment ils ont fait suite à des tensions sociales et économiques internes profondes, notamment manifestées, comme je vous l'ai dit, par ces émeutes du pain en Égypte, au Maroc, en Tunisie. En France, les Gilets jaunes ont été une étape cruciale, certes, mais une étape dans un long cycle de résistance qui a commencé en 2016 avec la loi travail d'Emmanuel Macron, qui se sont poursuivies l'an dernier avec ces manifestations monstres contre les réformes des retraites. Et il ne faut pas oublier qu'à la base, la Révolution française, quelques années avant la Révolution française, on avait beaucoup de révoltes paysannes, puisque les finances étaient dans un état lamentable à cause de la guerre, certes, mais on avait eu aussi un climat exécrable qui avait en fait mené à des pertes de rendement agricole et donc à une augmentation des prix des denrées. Donc, arrêtons-nous un instant sur ces modalités de subsistance, puisque c'est elles qui nous permettent de lier ces luttes ensemble. Et pour cela, la meilleure façon d'appréhender ça, je pense, c'est de se tourner vers Fernand Braudel, qui est notamment sur son concept de civilisation matérielle, qui nous permet d'appréhender les dimensions matérielles des constitutions et leurs implications en termes de subsistance. Donc, pour Braudel, grand historien français, la vie économique peut être appréhendée à partir de 3 niveaux. On a d'abord le capitalisme, qui est la structure historique dominée par des corporations transnationales très puissantes qui agissent sur des marchés oligopolistiques de très longue distance pour des profits exceptionnels. Ça, c'est vraiment le sommet de la pyramide. On parle de Venise, de Gênes, d'Amsterdam, d'Anvers au XVIe siècle. On a ensuite l'économie de marché. Alors ça, c'est
la sphère la plus visible, la plus transparente. On a des mécanismes de production, d'échange qui sont liés aux activités marchandes locales, et c'est ce sur quoi la discipline économique se base pour ses grands agrégats, pour sa comptabilité nationale, et ce sont ces deux niveaux, le capitalisme et l'économie de marché, qu'on a eu l'occasion, au cours de ce cycle sur les origines et les structures de la gouvernance mondiale, de s'intéresser. Mais le troisième niveau de la vie économique pour Braudel, c'est celui de la civilisation matérielle. Et ici, on fait référence à toutes les activités qui se déroulent justement en dehors des marchés, en dehors du contrôle étatique. On parle de l'échange ou du troc de biens et de services, de la fraude, du travail dissimulé, des tâches domestiques et d'autres activités non rémunérées. Alors c'est une zone ombrageuse, délibérément ignorée, éclipsée par l'économie de marché, alors même qu'elle comprend les activités qui sont les plus nécessaires, les plus élémentaires, et qui contribuent profondément à la subsistance humaine. C'est donc la partie informelle de l'économie. Le monde de l'autosuffisance et du troc au niveau local, inséré dans un réseau de relations sociales rapprochées. Et c'est précisément cette sphère-là, la civilisation matérielle, qui subit aujourd'hui le plus de pression et de tension dans la gouvernance de l'économie politique internationale. Pour comprendre ces tensions, pour les appréhender, on peut se tourner vers les travaux de la philosophe Nancy Fraser. Au-delà du néolibéralisme, qui, après tout, ne constitue que le dernier chapitre en date d'une longue histoire, c'est bien le capitalisme lui-même qui est en proie à des contradictions destructrices. Pour Fraser, le capitalisme financiarisé est un ordre social qui associe l'économique aux conditions non économiques. Conditions non économiques sont la reproduction sociale, la destruction la biosphère plutôt, l'environnement et le rôle de la sphère publique. Alors les contradictions du système deviennent de plus en plus visibles lorsque justement ces conditions non économiques qui soutiennent le système sont mises en danger. Notre mode de production se heurte alors à des limites humaines, environnementales, et détruit littéralement les conditions de sa propre existence. En négligeant par exemple la reproduction sociale, qui est un concept qui fait directement écho à la civilisation matérielle. On parle du travail caché ici, en énorme majorité effectué par les femmes, souvent après leurs heures de travail salarié, et qui ne passent pas par le marché sans pour autant être correctement financés ou pris en charge par des puissances publiques ou privées. Cuisiner un repas, faire des courses, laver des vêtements, prendre soin d'une personne âgée dépendante ou d'un enfant en bas âge, tout ça, ce sont des heures d'activité, souvent très physiques, exercées en dehors du salariat, sans lesquelles l'accumulation du capital serait tout simplement impossible. Pourquoi ? Parce que ces activités contribuent de manière très importante à la reproduction de la force de travail. Ces relations sociales, ces tâches domestiques diverses, ces soins variés, cette écoute, cet amour, font que le travailleur est en capacité physique, mentale et émotionnelle de retourner au charbon le lendemain. Donc au-delà de sécuriser un apport nutritionnel journalier, la subsistance, c'est aussi cet ensemble de relations sociales qui perpétuent la force de travail dans le système capitaliste et qui est aujourd'hui de plus en plus contraint, de plus en plus menacé, puisqu'on ne lui accorde ni valeur monétaire, ni valeur symbolique, et ces activités sont, à tort, considérées comme gratuites et disponibles à l'envi. Dans ces conditions, il est fort à parier que le réarmement démographique prôné par le président Macron, mais aussi par le président Xi Jinping, se heurte à de sérieuses limites. Enfin, on a également la destruction écologique, puisque la nature, l'accumulation du capital repose sur la nature, qui est exploitée à deux titres. D'abord comme réservoir de ressources énergétiques pour nourrir la production, donc un stock fini dans lequel on puise, mais aussi comme décharge pour les externalités négatives du marché, pour donc évacuer les déchets liés à la consommation des produits. Autrement dit, les coûts écologiques de la production et de l'accumulation ne sont pas assumés ni par ceux qui accumulent le capital, ni par la puissance publique. Les ressources naturelles sont donc appréhendées de manière extrêmement myope, comme des ressources infinies dans lesquelles on peut puiser à l'envi, et la destruction de la biosphère déstabilise donc les fondements mêmes
sur lesquels l'accumulation du capital repose. Enfin, on a l'affaiblissement des pouvoirs publics. L'accumulation du capital est permise, facilitée par les pouvoirs publics, par la sphère publique, et pourtant, cette soif d'accumulation toujours plus inextinguible déstabilise les mêmes pouvoirs publics qui la rendent possible. Il a bien fallu une sphère publique, un État, pour mettre en place les institutions qui protègent la propriété privée, qui assurent le bon fonctionnement des marchés, qui assurent le respect des contrats, qui garantit la valeur d'une monnaie, sans laquelle la convertibilité des titres dont nous parlait Katharina Pistor est impossible. Il a bien fallu un État pour gérer les crises d'accumulation, réprimer les résistances aux injustices que ces modes de production engendrent. Il a bien fallu des pouvoirs publics pour déclarer la légalité des expropriations auxquelles se sont livrés les propriétaires terriens au cours du mouvement des enclosures en Angleterre, dès le début du XVIe siècle. Et il a bien fallu des pouvoirs coercitifs d'État pour réprimer le mouvement des Gilets jaunes, qui demandait plus de justice fiscale, plus de démocratie en France, à la fin des années 2010. Pourtant, ce sont bien les pouvoirs émanant de cette sphère publique, affaiblis de multiples manières, et notamment par la privation volontaire de recettes fiscales, qui sont mis en danger par l'accumulation vorace du capital. Et voilà donc, à travers ces trois contradictions, comment le serpent se mord la queue. Voilà donc ce qui nourrit la crise que nous connaissons. Alors, on parle de crise, et j'en termine bientôt. On parle de crise, donc de quelle crise parle-t-on ? Le haut-commissaire sud-africain, Mo Sheikh, nous avait parlé d'une polycrisis, d'une polycrise lors de son intervention ici même en janvier. Alors les crises sont paradoxales, puisque ça peut être des moments d'opportunité. On se souvient de la fameuse phrase de Jean Monnet, l'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Donc il écrivait ça dans ses mémoires. Mais ce sont aussi des moments où les contradictions deviennent apparentes, visibles, tangibles, des moments dans lesquels la fragilité hégémonique du système apparaît sous un jour nouveau. Et j'aime pour ma part me référer à ce concept de crise organique développé par Antonio Gramsci, qui se réfère à ce moment quand le liant, le ciment d'un ordre social perd de sa cohérence, commence à s'effriter. C'est un moment de transition, mais aussi d'impasse, durant lequel le vieil ordre se meurt, tandis que le nouvel ordre peine à naître. Et dans cet interrègne apparaissent ce que Gramsci appelle des phenomeni morbosi, des symptômes, des phénomènes morbides. Alors bien que cette phrase ait été écrite en 1930, quelques mois après le déclenchement de la plus importante crise capitaliste du XXe siècle, Gramsci ne considère pas la crise comme un événement, mais comme un processus. Quand on lit ses carnets de prison, on se rend compte qu'à aucun moment, Gramsci ne nous parle d'effondrement. C'est donc bien que la crise n'est pas le point final du capitalisme, mais bien au contraire, en fait, le capitalisme est une crise continuelle. La crise, donc, ne doit pas être appréhendée comme un événement, mais comme un processus inhérent au mode de production capitaliste. Et ces crises sont multidimensionnelles. Il faut s'intéresser d'ailleurs aux priorités données par le politique. Généralement, la priorité est accordée aux menaces militaires plutôt qu'aux menaces écologiques ou sociales. On entend d'ailleurs un certain nombre de voix en Europe nous parler d'une économie de guerre qu'il faudrait adopter vis-à-vis du soutien à l'Ukraine, soutien militaire. Mais on ne parle guère d'économie de guerre face à l'urgence climatique, alors que la menace globale, dans ce dernier cas, est bien avérée. Mais les conflits armés donnent plus de rendement immédiat, par opposition aux conditions d'existence que sont la reproduction sociale et l'environnement, qui sont des enjeux de plus long terme. Mais même du point de vue de la stratégie politique pure, c'est une vision à courte vue, puisque les crises de subsistance portent leur lot de menaces, et j'en veux pour preuve ce rapport de la Gendarmerie royale du Canada, qui a été dévoilé après une demande de déclassification d'un professeur de droit en Colombie-Britannique, et qui fait état d'un ensemble de crises qui devraient causer des turbulences prochainement au Canada. Alors le rapport paraphrase Emmanuel Macron et ses mots sur la fin de l'abondance, et il nous parle de perspectives économiques qui seraient glauques pour le Canada,
avec une succession de crises liées à la récession économique, au changement climatique qui affecterait surtout les jeunes Canadiens, puisque c'est véritablement cet écart générationnel dans les risques encourus qui est mis en avant dans ce rapport. Et c'est vrai qu'il y a une contradiction fondamentale dans le fait d'évoluer dans un système capitaliste qui est fondé sur la propriété privée, qui sacralise la propriété privée, et de se rendre compte que dans l'état actuel des choses, un ou une habitante du Canada de moins de 40 ans, sans héritage, ne pourra tout simplement jamais accéder à la propriété privée, puisqu'on a eu un doublement du prix des logements en 20 ans. Donc, le capitalisme financiarisé, comme je vous l'ai dit, reste un phénomène contingent, contesté, soumis à des pressions externes, la résistance, les mouvements sociaux, et à des contradictions internes, potentiellement morbides, autodestruction par assèchement des ressources matérielles, humaines, environnementales, sur lesquelles le système repose. Donc c'est avec ces perspectives à l'esprit qu'on peut appréhender les effets de cette crise organique capitaliste et les effets de la gouvernance globale telle que nous la connaissons sur les conditions de vie et de mort des citoyens et des écosystèmes. La question sera donc comment sont gouvernées la vie et la mort à l'ère du capitalisme financiarisé. Et organiser un autre cycle de conférences et de rencontres autour de ces trois axes que vous voyez sur l'écran pourrait, je pense, nous aider à y voir plus clair et, je l'espère, à envisager des solutions concrètes. Tout d'abord, il faudrait s'intéresser à l'organisation des systèmes fiscaux et à ses conséquences. Comment expliquer, par exemple, qu'un État aussi riche que les États-Unis soit en proie, pour paraphraser les mots du démographe Emmanuel Todd, à un véritable pourrissement intérieur, avec une crise des opiacés sans précédent, des soins non réalisés, des taux de suicide en hausse, une espérance de vie en baisse, et un racisme systémique qui se traduit par des conditions de vie toujours plus dégradées, et souvent par l'enfermement carcéral, nouvelle forme d'esclavage. Quand on regarde les systèmes fiscaux, quand on s'intéresse aux systèmes fiscaux, il faut bien sûr regarder la baisse des recettes, encore plus que la baisse des dépenses. Les États insérés dans des marchés institutionnels, les États dont les entités politiques sont en concurrence les unes avec les autres, les États dont les dirigeants adhèrent à des grilles de lecture néolibérales vont produire du déficit, vont creuser de la dette, parce qu'ils s'évertuent justement à baisser les impôts sur la fortune, sur la production, sur les sociétés, les taxes sur l'héritage, etc. On le voit très bien en France, où après 7 ans de néolibéralisme débridé, la dette et le déficit sont au plus haut, précisément parce que l'État se prive volontairement de rentrées fiscales depuis des années. Il s'agit de comprendre en somme ce que les États ponctionnent et ce qu'ils s'abstiennent de ponctionner, puisque c'est cela qui va déterminer les politiques publiques, redistribution, investissement ou à contrario austérité, que les administrations vont déployer et qui vont en retour déterminer les conditions de vie et de mort des citoyens. Deuxième axe, les capacités pour les êtres humains à se reconnaître comme semblables et à sécuriser des moyens de subsistance pour tous. Sans se laisser aller ni au volontarisme ni au pessimisme, il s'agit de tenter d'envisager et de chercher, de comparer de nouvelles théories de la justice sociale qui pourraient notamment s'articuler autour de la reconnaissance et de la sécurisation des moyens de subsistance dans son sens élargi, c'est-à-dire corporel, intellectuel et affectif. Dernièrement, dernier axe, et j'en finirai avec ça, le devoir d'assurer la viabilité de la biosphère. Et davantage qu'un devoir, assurer la viabilité de la biosphère doit aussi être reconnu comme un droit, puisque, et c'est en ce sens d'ailleurs que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné pour la première fois, il y a 2 jours, le mardi 9, un État pour son inaction climatique. Selon la Cour, la Suisse a manqué à son obligation de protection de ses ressortissants contre les effets du réchauffement de la planète. Et ceci est une reconnaissance claire du rôle des États dans la protection de tous les individus contre les effets néfastes du changement climatique. Il s'agit donc d'œuvrer à la construction d'une justice environnementale qui pourrait permettre une vraie reconnaissance des ressources que nous avons en commun et de mettre en œuvre des pratiques pour ne pas les compromettre, pour en assurer une gestion vertueuse et permettre leur reproduction, leur régénération. Vous l'avez compris, ce dont nous avons besoin, c'est d'une approche englobante, multidisciplinaire, qui convoque les principales sciences sociales,
et humaines, la philosophie, le droit, la science politique, l'histoire, la sociologie. Et je voudrais à ce titre exprimer mon immense gratitude à mes collègues du Centre de recherche en droit public, puisque c'est auprès d'eux que je bénéficie de ce cadre qui permet cette interdisciplinarité et cette ouverture aux savoirs multiples, et c'est bien entendu le cadre idéal dans lequel ce type de recherche, ce type d'investigation peut être poursuivi. Je vous remercie.